On dit que la réputation est la chose la plus importante chez quelqu'un, et notre invité d'aujourd'hui a une excellente réputation. C'est un entrepreneur américain à succès dans le domaine d'Internet, en visite en Israël, et entre autres, vous êtes considéré comme le père, le pionnier de la gestion de la réputation sur Internet. Michael Fertig, bienvenue dans le studio de JNS. Merci beaucoup. Parlez-nous un peu de vous et de ce que vous faites en Israël. J'investis dans des entreprises israéliennes. Je suis un sioniste très affirmé. En Amérique, tout le monde le sait à mon sujet. Je participe à de nombreuses interviews dans les médias, y compris des médias favorables à Israël et d'autres plutôt hostiles. Mais je reste toujours un sioniste affirmé. Je viens en Israël pour investir. C'est mon 8e voyage depuis le 7 octobre. Bien sûr, j'étais déjà venu de nombreuses fois avant le 7 octobre, mais à partir du 9 octobre 2023, je crois. J'ai annoncé mon intention d'investir plus en Israël. J'ai en effet investi plus en Israël durant les 6 mois après le 7 octobre que pendant les 6 mois précédents. J'investis dans des startups et je n'investis pas en Israël parce que je suis sioniste. Bien que sioniste, j'investis en Israël par capitalisme. C'est le terrain le plus fertile au monde, sauf peut-être l'Amérique, pour trouver des entreprises et entrepreneurs incroyables. Voilà pourquoi je suis ici. Expliquons cela. Pourquoi Israël est-il un terrain fertile pour des investisseurs comme moi? Faisons un exercice de poids et mesure, si vous voulez. Si vous pesez Israël et que vous le comparez à l'Europe de l'Ouest, et que vous regardez le nombre de grandes sorties, les fameuses sorties de licorne, des sorties de plus d'1 milliard de dollars et dans la haute technologie. Israël vaut autant qu'un pays d'Europe de l'Ouest, vous vous rendez compte? Un pays de quoi 7, 8, 9 millions d'habitants, selon comment on compte, contre un continent de plus de 400 millions, ils valent la même chose. Israël est bien sûr très avancé techniquement, mais aussi la culture est très agile, la culture est très innovante. Et l'engagement envers l'excellence et une culture de travail intense que j'apprécie, ce qui est presque inexistant en Europe, place l'Europe et Israël au même niveau en termes de valeur et de mesure, ce qui est incroyable. Sauf si vous parlez de l'Inde ou de la Chine, que je n'aborde pas en termes d'investissement, aujourd'hui il n'y a que l'Amérique et Israël. C'est pourquoi je suis ici. J'investis aussi bien en Amérique qu'en Israël. J'investis dans environ 65 entreprises, dont 15 ici en Israël et 50 en Amérique. Et votre première filiale israélienne que vous avez lancée cette année à Tel Aviv, parlez-moi de cela. C'est très gentil à vous de demander, merci. Oui, je suis aussi toujours un entrepreneur, donc. Depuis que j'ai 19 ans, je crée des entreprises de logiciels, je développe des sociétés, j'en vends, et il m'est arrivé beaucoup de belles choses. Dieu merci pour moi, mes cofondateurs, mes investisseurs et mes collègues. Donc, je suis toujours à la fois en train d'investir et de lancer une entreprise. Et l'entreprise que je construis actuellement s'appelle ModelCode.ai, et nous n'avons qu'une seule filiale dans le monde entier. C'est une entreprise américaine, ici appelée ModelCode Chai. Nous avons 6 personnes formidables ici, en Israël. Une nouvelle de 2025. Je viens en Israël depuis l'enfance. J'y ai fait ma bar mitzvah et j'y investis depuis 2015. Mon frère a servi dans la Tzahal, qui fait maintenant partie d'une autre unité de la Tzahal. C'est parce qu'il était un soldat isolé ici que mes parents ont décidé de faire ma bar mitzvah ici en Israël. Et donc l'histoire de ma famille avec ce pays est assez importante. Mais ce n'est que cette année que j'ai enfin pu embaucher mes premiers employés israéliens directs par le biais d'une filiale, et j'en suis très fier. Parlons de vous. Êtes-vous né et avez-vous grandi à New York? Oui, à New York, je suis une souris des villes, pas un. Vous vivez actuellement en Californie? Je vis près de Philadelphie, sur la côte Est, avec ma famille. Nous avons vécu quelques années à Paris, nous avons vécu 16 ans à Palo Alto, en Californie. D'accord, j'ai vécu à Dallas. Alors, pour en venir à l'actualité de New York, que pensez-vous de l'élection du maire là-bas? J'espère et je prie que les New-Yorkais, qui sont, vous savez, les meilleures personnes du monde, parmi les meilleures personnes du monde, j'espère qu'assez de New-Yorkais iront voter pour qu'André Cuomo gagne.
Ah, je souhaite que M. Sliwa, qui a été ce M. Sliwa, il était le candidat républicain qui a été une sorte de un ange vengeur de l'application de la loi pendant des décennies, et c'est une personne très crédible. Bien qu'il soit marié à une femme aux opinions très farfelues sur de nombreux sujets, dont Israël, il semble, j'aimerais qu'il puisse. Ah, j'aurais aimé qu'il se retire simplement de la course parce que je pense que si tu abandonnais une autre course, alors Cuomo gagnerait facilement. Mais j'espère que les New-Yorkais iront aux urnes et voteront. Tu connais cette créature, Mamdani, qui est assez méprisable à presque tous les égards, à part le fait d'être un type plutôt charmant, ce qui pourrait en fait te faire conclure qu'il est encore plus méprisable. Peu de personnes ont voté pour lui à la primaire, car les gens ne participent pas aux primaires. Tu sais, certains de tes auditeurs, certains de tes téléspectateurs sont des Américains qui probablement n'ont jamais voté aux primaires. Je ne connais même pas un cousin qui ait voté à une primaire ou autre. Les primaires sont des événements très peu fréquentés et les élections hors année présidentielle, c'est-à-dire les années sans élection présidentielle, sont aussi connues pour leur très faible taux de participation. Et donc, l'une des principales propositions politiques qui circulent actuellement dans le système, c'est en réponse à la peur suscitée par Mamdani et les fous qui le représentent. Une proposition est de déplacer l'année électorale vers une présidentielle pour avoir plus de candidats. Vous pourriez penser que c'est contre-intuitif, que votre vote compte beaucoup moins lors d'une année présidentielle, ce qui est vrai dans pratiquement tous les États, presque tous les États. Mais les gens se déplacent pour les élections présidentielles. Alors si vous voulez que cela compte, peut-être qu'il faudrait organiser l'élection du maire lors d'une année présidentielle. Mais j'espère vraiment que les New-Yorkais viendront. J'espère vraiment que la communauté juive viendra. Il y a une rumeur, il y a un mythe selon lequel 40% des Juifs voteraient pour Mamdani. C'est faux. Cela a maintenant été révélé comme un mensonge. Donc si les gens viennent, je pense qu'il perdra largement. S'il gagne, j'ai bien peur que nous ayons un véritable aperçu de l'alliance rouge-verte marxiste dure et agressive. Et j'espère qu'au moins cela servira d'avertissement à beaucoup d'Américains sur à quel point la situation peut empirer si ces gens le gagnent. Prenons du recul. L'antisémitisme augmente non seulement en Amérique, mais partout dans le monde. Et ta spécialité, c'est Internet et les réseaux sociaux, et beaucoup de choses viennent de là-bas. L'une des choses pour lesquelles on te crédite, c'est de protéger la réputation des gens grâce à l'entreprise que tu as fondée, Reputation.com. Comment vois-tu la meilleure façon de combattre cette haine grandissante, surtout sur Internet? La première chose que je pense que nous pouvons dire, c'est que nous avons maintenant les outils pour comprendre cela, les outils de l'intelligence artificielle, les outils de l'apprentissage automatique. Nous comprenons maintenant que l'armée de bots, c'est-à-dire l'armée de faux comptes, crée et diffuse beaucoup de haine en ligne. Ceci vise particulièrement à diviser les États-Unis et à nuire aux États-Unis. Et nous comprenons maintenant que la Russie et la Chine propagent cela de manière programmée. Nous comprenons maintenant que TikTok est une source principale de la propagande du Parti communiste chinois en Occident. Nous comprenons maintenant qu'ils le font délibérément et de manière programmée. Le mot, c'est amplifier, aggraver, grandir. L'anti-juif, l'antisémitisme, l'antisionisme et aussi d'ailleurs l'anti-américanisme, l'anti-occidentalisme, l'anti-beaucoup d'autres choses auxquelles nous tenons et que nous valorisons. Messagers en ligne, ils le font via des machines, mais aussi avec des armées de personnes embauchées en Malaisie et en Indonésie. Pour, vous savez, 1 ou 2 centimes de l'heure, un salaire un peu ridicule. Donc nous savons que c'est vrai. Et nous savons aussi que l'incidence naturelle, que l'incidence organique de l'antisémitisme et ainsi de suite est également malheureusement très élevée, mais elle est bien plus faible que les incidents inorganiques, les incidents fabriqués. Malheureusement, les jeunes, en particulier ceux d'une vingtaine d'années et moins, tirent désormais leurs informations d'un très petit nombre de sources vraiment médiocres. TikTok, etc. Mais il faut aussi admettre les échecs des médias traditionnels, n'est-ce pas?
On avait tendance à croire que les médias payants, les professionnels, faisaient bien leur travail et que les réseaux sociaux se trompaient. Et malheureusement, il est très difficile de défendre les médias traditionnels, les soi-disant médias professionnels. Maintenant, même si je pense que nous aimerions tous pouvoir le faire. Mais c'est certain. TikTok, c'est comme du fentanyl numérique. Le gouvernement chinois déverse du fentanyl numérique sur les côtes américaines. Et malheureusement, Trump l'a maintenu en vie, selon moi, comme monnaie d'échange avec le gouvernement chinois pour la renégociation des accords commerciaux. Quoi qu'il en soit, ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est le vote pire qu'EA. Un des rabbinim a compris qu'il ne faut pas finir son travail, mais qu'on ne peut pas non plus l'abandonner. Nous voilà, toi et moi, assis aujourd'hui pour raconter notre version de l'histoire. Israël offre des opportunités économiques exceptionnelles et une grande liberté religieuse et politique. C'est pourquoi des personnes comme moi investissent ici, non par sionisme, mais par capitalisme. Et pourquoi plus de gens dans le monde devraient y prêter attention. Et d'ailleurs, même s'il y a une montée de l'antisémitisme, même si les alarmistes vous auraient dit que les investissements diminueraient en Israël par rapport à d'autres régions du monde, en fait, par rapport à d'autres régions du monde, ils ont augmenté malgré cette guerre. Donc cela vous montre que les marchés financiers qui utilisent une certaine dose de raison ne sont pas émotionnels. L'argent n'est pas émotionnel. Ils comprennent qu'Israël est une opportunité en or. Si j'étais le gouvernement israélien ou le Premier ministre et que je vous demandais de mieux présenter le cas d'Israël au monde, je veux dire, la première chose à faire, c'est d'empêcher les Israéliens de parler d'Israël. Les Israéliens, malheureusement, sont les pires porte-parole pour Israël, surtout ceux impliqués en politique. Ils sont vraiment mauvais à ça. La première chose, c'est que tu dois comprendre la différence entre le vrai... tu vois. Non, arrête. Personne ne se soucie de la différence entre ceci et cela. Tu sais, ce membre de la Knesset, arrête juste d'en parler. Il devrait d'abord laisser seulement la communauté anglo-saxonne parler pour Israël en permanence. Et malheureusement, tu as ici une population plutôt brillante, mais aussi, je pense, peut-être arrogante, qui croit que s'ils crient simplement devant la caméra, ils vont faire passer leur message. Et malheureusement, c'est un gros raté. En même temps, tu as d'excellents porte-parole anglophones natifs, ce qui demeure la principale façon de communiquer mondialement. Et de plus en plus présents ici en Israël, en Amérique et au Royaume-Uni, sont aussi des communicateurs talentueux. Il faut d'abord renvoyer tous les Israéliens et engager les anglo-saxons pour représenter Israël. La deuxième chose, c'est... Écoutez, Israël, c'est plus que le conflit, et c'est plus que le conflit israélo-arabe. Et je pense que le monde commence à le voir, certains à contre-cœur, certains refusent de le voir. La bataille entre Israël et, appelons-la, le Hamas, juste parce que c'est plus simple, en ce moment, est une bataille entre la civilisation et la barbarie, et c'est la ligne de front de cette guerre. Ce message doit être transmis. Mais en plus, pensez aux richesses de ce pays, pensez aux dons de ce pays, pensez au fait que, quand j'étais enfant, il n'y avait que du vin vraiment horrible qui venait d'Israël. Je ne peux pas citer la marque car je ne veux pas la critiquer, mais tout le monde voit de quoi il s'agit. Et maintenant, vous avez ici une très bonne industrie du vin qui est, disons, au même niveau que peut-être l'Argentine. Je vais dire le Chili, ce n'est pas la France. D'accord, ne nous mentons pas, et beaucoup de ces vins sont cacheurs. Et pour certaines personnes, ça compte, et pour d'autres, ça ne compte pas. Évoque la culture culinaire locale et souligne que Tel Aviv et Jérusalem comptent parmi les grandes villes gastronomiques mondiales. Le tourisme ici est désormais magnifique. Quand j'étais enfant, soyons honnêtes, le niveau de service dans les hôtels et les restaurants était un peu socialiste. Et maintenant, c'est très vivant. Parlons des soins de santé ici, de l'innovation dans le domaine de la santé ici. Parlons des nouveaux alliés qu'Israël a dans le monde entier. Je pense qu'il y en a tellement dans l'industrie du cinéma parmi les romanciers et artistes visuels de ce pays. Pas seulement les avancées médicales et les percées technologiques qui méritent aussi d'être célébrées. Mais il y a tellement de choses magnifiques à dire sur Israël. Aussi, Menor Solomon et ses pieds de droit et gauche, tous deux sont un cadeau magnifique au football mondial. Donc nous avons beaucoup de choses à vanter à propos d'Israël, et aussi l'alliance entre les États-Unis et Israël, très, très importante.
Mais bien sûr, ce n'est pas une histoire qui, je pense, est assez bien racontée. Oui, absolument. Revenons à l'Amérique. Vous avez passé des années à Harvard comme étudiant et professeur, enseignant et écrivant des livres. La situation sur les campus américains en ce moment n'est pas vraiment encourageante. J'aime la façon dont vous avez présenté cela et je vous en remercie. Il s'avère, comme beaucoup de choses, que la situation sur les campus américains est en fait plutôt tiède. Mais il y a tout de même ces flambées qui sont extrêmement inquiétantes, avec des comportements totalement inacceptables qui vont dans une seule et même direction. Et ce n'est pas ambigu, ce n'est pas controversé. Les haineux vous diront qu'il y a deux versions, que c'est une question de point de vue. Mais ce n'est pas le cas. C'est un mensonge. Les personnes antisémites, certaines conscientes de leur antisémitisme, d'autres non, voient dans les Juifs une opportunité de rédemption. L'antisémitisme partage depuis des millénaires un point commun entre les générations. Il existe de nombreuses formes d'antisémitisme. C'est un monstre qui se transforme, mais il a toujours eu un point commun. L'antisémitisme, haïr les Juifs, est considéré comme un acte rédempteur. Si seulement nous haïssons suffisamment les Juifs, nous nous rachèterons. Ainsi va cette histoire aux yeux du Seigneur, de l'Église, de l'Amérique ou de toute autre entité. Et donc c'est de là que ça vient. Quoi qu'il en soit, il y a des actes très troublants parce que, en gros, tout va bien en Amérique et ces jeunes noirs n'ont vraiment rien à regretter. Alors ils inventent des choses. Et tu sais, l'antisémitisme ne dort que d'un œil. Israël est une cible facile, surtout si tu as été élevé avec une vision marxiste-léniniste du monde. Avec apparemment plus de pouvoir, sont les oppresseurs de ceux qui ont apparemment moins de pouvoir. Et tu peux choisir à quel point tu veux focaliser ton objectif. Par exemple, ce n'est pas seulement Gaza et Israël, ou le monde arabe en Israël. Non, c'est trop large. Ne regarde pas ça parce que ça ferait pencher la balance en faveur du pouvoir du côté des Arabes. Pas ça, pas les Israéliens ou les Juifs. Donc c'est très très troublant. Et puis il y a quelque chose de bien plus inquiétant qui se passe sur les campus, ce qui n'est pas visible, enfin pas aussi visible mais clairement beaucoup plus enraciné. C'est-à-dire que les professeurs titulaires, n'est-ce pas? Si vous êtes professeur titulaire dans une grande université américaine, vous êtes en gros la personne la moins susceptible d'être licenciée de toute l'histoire. En fait, vous êtes encore moins susceptible d'être licencié que le roi autrefois, parce qu'on avait l'habitude de couper la tête du roi. Vous êtes probablement la personne la moins susceptible d'être licenciée dans l'histoire. Alors, pourquoi, si vous êtes un professeur titulaire dans une grande université américaine, la personne la moins susceptible d'être licenciée de toute l'histoire de l'humanité, pourquoi avez-vous peur de vous exprimer contre vos étudiants diplômés qui sont devenus déséquilibrés et qui ont des sentiments au lieu d'idées, des réactions au lieu de points de vue, et ne défendent rien d'autre que leur propre égoïsme? Et pourquoi m'envoyez-vous des emails en privé, ou à d'autres comme moi, en disant « Michel, je suis tellement content que vous preniez la parole en faveur d'Israël et des Juifs », et ainsi de suite? Pourquoi ne parlez-vous pas vous-même, puisque vous êtes inlicenciable? Peut-être parce que vous êtes un lâche, peut-être parce que vous êtes le genre de personne qui a choisi le milieu universitaire pour se cacher. Vous devriez au moins avoir du courage par écrit, sinon en public. Pourtant, ils ne l'ont pas. Donc malheureusement, cette action extrêmement brutale que nous voyons tous de l'administration Trump agit de façon brutale et presque inacceptable envers les universités. C'est extrêmement exagéré dans un certain sens et beaucoup de gens le ressentent mal. Ils punissent en quelque sorte les universités pour avoir pris ce genre de mesures en retenant des fonds pour la recherche médicale et ainsi de suite. D'accord. Eh bien, et d'ailleurs, je crois au fond pour la recherche médicale parce qu'ils aident à créer des signes pour de nouvelles recherches fondamentales, pour de nouvelles start-up et ainsi de suite. C'est aussi bon pour l'Amérique, bon pour le monde. Mais le fait est que ces membres du corps enseignant qui sont titulaires ont été tellement lâches qu'ils n'ont jamais pris sur eux de s'opposer à cette haine naissante, à cette idéologie woke sur le campus qui a infecté le monde universitaire. Et il a fallu la main lourde de l'administration Trump pour forcer certaines de ces personnes à agir. Et c'est tellement embarrassant pour eux, n'est-ce pas? C'est tellement embarrassant pour eux, n'est-ce pas? J'espère donc que cela changera bientôt. Au fait, je suis consterné quand je lis certains des articles écrits par quelques professeurs, vous savez, ici à l'université hébraïque, où
certains Israéliens qui vivent ici ou là. Je ne les nommerai pas pour éviter de leur donner plus de notoriété, mais ce sont principalement des Juifs qui se détestent eux-mêmes, sous toutes ses formes. Il n'y a pas d'autre signification. C'est une sorte de bonne explication. Ils pensent défendre une cause juste, mais ils sont simplement stupides. Ce sera l'histoire qu'on retiendra sur leur tombe. Leur épitaphe, c'est qu'ils étaient simplement stupides et très destructeurs. Et ils donnent des munitions à des gens très très haineux partout dans le monde. Ils ne défendent que leurs propres cauchemars récurrents. Malheureusement, le monde académique n'est pas toujours notre allié. Mais il y a du positif. Les universités israéliennes produisent des recherches remarquables que mon fonds de capital risque finance sous forme de start-ups. Merci beaucoup, Michael Fertig, de nous avoir rejoints. Merci.